Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer d'abord avec notre focus. Elle est maman et reporter, journaliste. Elle a réalisé son rêve de petite fille en partant couvrir des reportages dans le monde entier, notamment dans les villes les plus dangereuses du monde. Elle s'appelle Camille Courcy et elle est notre influenceuse aujourd'hui. Et puis on va découvrir aussi la chronique de Jeanne Dreyfus. Elle a une idée derrière la tech. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? D'une étrange tendance de l'intelligence artificielle générative, les images et les vidéos religieuses. Alors, hérésie ou moyen d'exprimer sa foi? On se pose la question tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis on va continuer à parler de l'intelligence artificielle. Les élèves ne travaillent plus, ils trichent avec l'intelligence artificielle. C'est le constat alarmant de notre invité dans une tribune. On appelle ça surtout une analyse qui fait réagir. Est-ce vraiment une catastrophe pédagogique, cette intelligence artificielle dans le secteur de l'éducation, ou est-ce plutôt une peur de l'inconnu? Et si au lieu de condamner, on réinventait l'école avec ces nouveaux outils? Il est avec nous aujourd'hui, on va confronter les faits aux inquiétudes. On va le faire avec vous, Jacques Hainaut. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste tech, spécialiste de l'intelligence artificielle. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, jeune reporter, elle couvre l'actualité dans une immersion totale, vous allez le voir. Elle s'appelle Camille Courcy et elle partage sa vision du journalisme de terrain à travers des reportages particulièrement engagés. Un dévouement sans concession aux quatre coins du globe pour couvrir des événements à risque. Elle est notre influenceuse aujourd'hui, présentée par Dylan Coller. 1, 2, 1, 2, c'est bon je crois. On va pouvoir commencer. Elle représente une nouvelle vague de journalistes, son nom, Camille Courcy. À 33 ans, cette reporter française a déjà parcouru beaucoup de chemins. Diplômée de l'école de journalisme de Cannes, Camille a rapidement compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais bien sur le terrain, là où l'histoire s'écrit. Son parcours débute sur les chaînes d'information en continu, mais l'appel de l'aventure est plus fort que tout. En 2021, elle prend une décision audacieuse, devenir reporter indépendante. Un choix qui va la propulser au cœur des zones les plus sensibles de notre planète. Sa spécialité ? Les reportages en immersion. Elle ne se contente pas d'effleurer la surface, elle plonge au cœur de ces sujets. Qu'il s'agisse d'explorer les tensions entre différentes jeunesses israéliennes ou de suivre le quotidien périlleux des démineurs en Irak, Camille va toujours au-delà des apparences. Partir au Bénin, donc en Afrique subsaharienne, à 18-19 ans seule, c'était vraiment la grande aventure. Et donc là vraiment, en fait, c'était incroyable parce que j'ai dû apprendre à faire du journalisme à l'ancienne, quoi, comme dans les années 80. Donc il fallait se faire des contacts dans toutes les sphères de la société, dans les commissariats de police, dans les ministères, parmi la population, pour qu'on vous prévienne s'il se passe quelque chose dans un quartier, pour être réactif. Je pense que c'est la meilleure école d'apprendre à travailler comme ça. Armée de sa caméra, elle donne la parole à ceux que l'on n'entend que trop rarement. Jeunes Iraniens en quête de liberté, communautés marginalisées, victimes de conflits, elle leur offre une plateforme pour partager leurs histoires, leurs espoirs et leurs craintes. Mais ne vous y trompez pas, Camille n'est pas une tête brûlée. Chaque reportage est minutieusement préparé. Recherche approfondie, contacts locaux, apprentissage express des langues, rien n'est laissé au hasard. Et son travail ne passe pas inaperçu. Mais sa plus grande récompense reste sans doute les près de 128 000 abonnés qui suivent ses aventures sur sa chaîne YouTube, Camille Reporter. Elle incarne un journalisme de terrain, plus humain, qui replace l'individu au cœur de l'information. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne cesse d'en séduire plus d'un. Une promesse d'authenticité et de courage qui guidera peut-être quelques jeunes vers ce métier passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Allez, autre chose maintenant, des collégiens aux étudiants des grandes écoles. L'intelligence artificielle, on en parle très régulièrement ici, redessine entièrement la façon d'apprendre. Mais à quel prix? Entre triche, dépendance et perte de sens, faut-il maintenant tirer la sonnette d'alarme? On va en parler, on va en débattre surtout avec Jacques Hainaut, spécialiste des usages numériques et de l'intelligence artificielle, qui publie une analyse dans Les Échos. On démarre tout de suite dans la première partie du talk. On en parle donc avec vous, Jacques. On est à nouveau ravis de vous recevoir pour un sujet qu'on aborde très régulièrement ici dans l'École du Futur, sur ce plateau, le rôle de l'intelligence artificielle et ses liens bien sûr avec l'apprentissage, l'éducation, l'enseignement aussi. Dans cette analyse que vous publiez donc dans Les Échos, vous n'y allez pas de main morte et c'est un point de vue qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre justement sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Vous intitulez cette analyse « L'IA, une malédiction pédagogique ?» point d'interrogation.
Vous parlez même de catastrophe pédagogique. Est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle le problème, ou plutôt notre système éducatif qui n'a pas forcément réussi à s'adapter à temps à cette nouvelle technologie? Alors, on parle d'abord d'un constat, un constat que je fais en discutant avec des amis qui sont enseignants, en discutant avec des élèves, parce que j'interviens sur le thème du bon usage des écrans devant des élèves, collégiens, lycéens, donc je vois bien leur utilisation de l'intelligence artificielle. Nous avons nous-mêmes 3 enfants, donc, qui sont maintenant étudiants, 2 en grande école, et la petite dernière, qu'on devrait plus appeler la petite dernière, qui est à l'université. Et on voit bien que même en grande école, après avoir passé des concours extrêmement difficiles, eh bien, ils se relâchent et ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc tout le monde utilise l'intelligence artificielle pour faire ses devoirs maison, pour faire ses exposés, pour faire ses lettres de motivation pour des stages. On m'a demandé d'intervenir devant des élèves d'un lycée professionnel pour les aider à utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger des lettres de motivation à un CV, parce que c'est une catégorie d'élèves qui a du mal à s'exprimer à l'écrit. Donc là, on voit qu'il peut y avoir un apport positif, effectivement, si ça leur donne une trame pour rédiger leur CV et leur lettre de motivation. Mais au collège, au lycée et en grande école, généralement, ils utilisent l'intelligence artificielle par fainéantise. Il faut quand même reconnaître la chose. On leur donne un devoir, on leur donne un exposé à faire. Ils vont même plus faire une recherche comme nous, on a pu le faire, ou comme nous, on le fait pour faire un article. On fait une recherche documentaire sur un moteur de recherche. On ne va pas faire de publicité pour tel ou tel. Et on a des informations, on a des sources, on a des documents. Et on commence à les lire. On essaie d'en faire la synthèse, voir qu'est-ce qu'il y a comment on les classe, etc. Donc on fait déjà, même en utilisant Internet, on est obligé de faire un effort. Là, il n'y a plus d'effort à faire. Vous posez la question, et ces intelligences artificielles génératives, les GenAI, vous rédigent en quelques dixièmes de seconde un texte qui se tient. C'est une forme de triche? Alors, est-ce que c'est de la triche? En tout cas, c'est de la triche par rapport à eux-mêmes. Si vous voulez, c'est que quand même, ils utilisent pas, on ne peut pas dire là qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour apprendre, parce qu'ils n'apprennent rien. D'abord, ils n'apprennent rien, ils n'apprennent pas à faire de synthèse, ils n'apprennent pas à faire une recherche documentaire, ils n'apprennent pas à mettre des documents en contradiction les uns avec les autres, ils n'apprennent pas à faire un effort de rédaction, et ils n'apprennent même pas à faire un effort de relecture, parce qu'en général, très souvent, ils se contentent de recopier le texte qui leur a été rédigé par cette intelligence artificielle générative, aucun esprit critique. Donc là, on a tout faux. Donc voilà. Et la question, c'est que, après tout, ils vont avoir leurs examens, leur bac, etc., sans doute, mais ils vont être habitués à s'être dopés, parce qu'il y a une forme d'addiction, quelque part, il y a une forme d'addiction, même s'il faut utiliser ce mot qui est quand même très très fort avec prudence. Ils vont être dopés à l'intelligence artificielle générative, ils vont arriver en entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à l'utiliser. Et je pense que c'est exactement ce que veulent les éditeurs d'intelligence artificielle générative. C'est qu'on habitue les enfants très petits à utiliser l'intelligence artificielle générative, et ils vont continuer à l'utiliser en entreprise, où là, les entreprises peuvent payer éventuellement des abonnements très très chers, ou même, si vous êtes salarié, vous gagnez un peu votre vie, vous pouvez payer des abonnements très très chers. Je comprends donc que vous me dites que tout ça est calculé quelque part par les éditeurs justement d'outils d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les LLM. Malgré tout, on pourrait aussi se poser la question, et nombreux sont ceux qui viennent sur ce plateau d'ailleurs pour nous parler d'intelligence artificielle et d'éducation en nous disant mais l'école qu'on a connue, tous les deux d'ailleurs, n'est plus aujourd'hui l'école d'aujourd'hui, de ce jour, de cette nouvelle génération. Est-ce que justement l'objectif de l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas justement d'aider, de permettre aux jeunes d'apprendre différemment par l'art du prompt, par l'art de l'esprit critique? Est-ce qu'on n'apprend pas différemment avec l'intelligence artificielle? Au même titre que certains pourraient vous dire, maintenant, les jeunes ne posent plus des soustractions, des divisions, etc., parce qu'ils ont tous des calculettes en classe. À l'époque, l'arrivée des calculatrices dans les collèges et les lycées, ça a fait énormément débat. Oui, alors vous avez quand même des entreprises, quand vous passez des entretiens de recrutement, elles vous font encore passer des tests de calcul. Aujourd'hui. Voilà, donc de calcul mental.
Bon, non. Je n'aurais pas de travail si c'était le cas ici, en tout cas. Moi Voilà, non donc, plus, Jeanne. Je serais deux. Donc c'est encore une base de sélection, il faut bien le dire. Voilà. Ensuite, le problème, c'est que si cette intelligence artificielle générative était, c'est pas qu'elle soit pas au point, si elles étaient vraiment efficaces, elles donneraient des choses intéressantes. Et après tout, on pourrait s'appuyer en fermant les yeux dessus, y compris pour le travail en entreprise. Le problème, c'est que ces intelligences artificielles génératives, elles continuent à halluciner, à faire des erreurs. Et ça ne s'arrange pas. Même le dernier... le dernier papier scientifique publié, un des derniers papiers scientifiques publiés par OpenAI, ils reconnaissent que leur dernier modèle hallucine plus que les précédents. Donc, vous habituez les jeunes, et Google a ouvert, ils autorisent l'accès à leur intelligence artificielle, qui s'appelle Gemini, ils autorisent aux 8-13 ans. Bon, alors à condition que les parents aient installé un contrôle parental sur l'appareil de leurs enfants. D'accord, certes. Mais 8-13 ans, d'abord, est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle générative à cet âge-là? Je ne vois pas à quoi ça leur sert. Certains enseignants pourraient vous dire, maintenant, j'ai envie d'enseigner grâce à cet outil, puisque ça va être le quotidien de mes enfants, de mes élèves. Et accessoirement, maintenant, l'éducation demande autre chose. C'est-à-dire que l'art du prompt aujourd'hui est devenu tellement important, tellement essentiel dans la vie de cette nouvelle génération que ce qu'on va demander, et mon travail en tant qu'enseignant, ça va être de les former à repérer ce qu'il ne va pas, à avoir un esprit critique. Vous supposez, dans votre propos, il y a la supposition qu'en quelques années, ils vont continuer à utiliser l'intelligence artificielle générative en entreprise parce que les entreprises vont adopter massivement l'intelligence artificielle générative. Par exemple. Les dernières statistiques qu'on a, c'est que le taux d'adoption de l'intelligence artificielle générative par les entreprises est en train un peu de baisser. Il n'y a pas finalement un taux d'adoption aussi important que ça parce que les cas d'utilisation ne dépassent pas ce qu'on appelle les premières expérimentations. Donc il n'y a pas une adoption de l'intelligence artificielle générative aussi importante qu'on le dit. Ouais. Donc il y a des chercheurs. Moi j'étais la semaine dernière, mardi dernier, à une conférence à Normal Sup par une chercheuse qui parlait de l'impact générale, environnementale, sociétale de l'intelligence artificielle générative. Et elle dit, peut-être qu'on va avoir un nouvel hiver de l'intelligence artificielle. Parce que ça ne marche pas aussi bien qu'on le dit. C'est pas aussi utile que ça en entreprise. On va continuer à en parler dans un instant, si vous voulez bien, Jacques Hainaut, parce que le sujet est important et votre point de vue aussi diffère de ce qu'on a l'habitude d'entendre, notamment sur ce plateau. On va continuer à en parler ensemble. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
De retour sur le plateau de l'École du Futur et toujours en compagnie de notre invité aujourd'hui, Jacques Hainaut, pour nous parler d'intelligence artificielle et d'éducation. Jacques, juste avant de reprendre notre discussion, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous allez nous parler aujourd'hui d'un choc historique qui fait se rencontrer, c'est mieux, des images générées par IA et religion, chrétienté et islam en premier lieu. Depuis la sortie de VO3, l'IA de Google, qui permet de générer des petits films crédibles à partir de simples prompts, et bien depuis ça, de nombreuses vidéos religieuses ont débarqué sur le net, dont une se base sur le statement suivant. Si la Bible avait une bande-annonce, ça donnerait quoi? Eh bien, on regarde tout de suite ça en images. Ce kitsch grandiloquent, cette esthétique héroïque fantasy façon bande-annonce hollywoodienne, ces oppositions manichéennes entre bien et mal, ordre et chaos, tout ça est en quelque sorte la signature de ces vidéos productions donc par IA, qui ne sont pas sans résultat. En effet, 1,7 million de vues pour cette vidéo, pour ce trailer de la Bible. Rien que ça, effectivement, c'est la version cinéma des images semi-religieuses qu'on voit depuis quelques années effectivement sur les réseaux. Je pense évidemment au Jésus crevette. Évidemment, Philippine, votre image préférée de l'Internet zombie. Non, image en tout cas qu'on nomme des slops. L'équivalent de la fast-food pour les yeux, qui pullule sur Internet et que facilite la génération de l'intelligence artificielle générative. Depuis 2023, on ne compte plus ces images ultra kitsch qu'on a vues sur les réseaux qui s'amusent à faire un Jésus en orange, un Jésus en pièces de monnaie, pas mal de Jésus associés au soda, va savoir pourquoi, un Jésus camion ou un Jésus mascu en or, on le voyait tout à l'heure, et avec l'avènement d'IA comme VO3, évidemment, l'imagination féconde des internautes n'a pas tardé à s'exprimer en vidéo. Ça donne quoi, principalement? Alors, souvent, des espèces de paraboles 2.0 parmi les exemples. On peut voir un Jésus, par exemple, anglophone, qui fait revivre des arbres morts, un Jésus aussi hispanophone, qu'on verra juste après, qui lui redonne la vue à un aveugle, miracle au miracle. Mais aussi l'histoire du prophète Mahomet, dont le visage ici, qu'on ne peut représenter, eh bien, est remplacé tout naturellement par un halo blanc lumineux. Et évidemment, à la fin, on verra un Jésus qui fait un petit selfie quelque part en Afrique. Voilà, il est là, il est arrivé, et ça entraîne la gaieté de la population. La vidéo IA, en effet, religieuse, ne connaît ni limite géographique, ni limite dans le bon et dans le mauvais goût, et surtout dans le mauvais goût, forcément. Ça a une visée missionnaire ou anecdotique? Alors, quand on voit les 1,7 million de vues du trailer biblique, eh bien, on ne peut pas ne pas considérer l'efficacité virale de ces contenus. Alors, selon le journaliste du média 404, qui est un bon média sur les nouvelles technologies, Emmanuel Mayberg, lui, il dit « Il ne s'agit pas de créativité, mais de faire passer le message. Et plus on y parvient, plus on accomplit l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que ces gens font ça, et très rapidement. » Et il faut dire, en fait, que selon une enquête du Figaro publiée en février, eh bien, certains sites comme Pinterest peuvent contenir jusqu'à 70% de contenu produit par IA. Donc, c'est décisif. C'est donc l'expansion du marché de l'influence religieuse qui est ici en jeu et l'évolution de la religion à l'époque des algorithmes. Oui, mais qui fait rentrer l'IA au service du religieux, et ça, c'est pas anodin. Et c'est là la question, en effet, de l'intercesseur humain qui est mise à mal par ces intelligences artificielles et que questionnent certaines expérimentations, et notamment une qui nous est racontée par le Guardian, qui parle de cette expérience d'une église de Lucerne, où un Christ augmenté par l'intelligence artificielle vient répondre aux questions des fidèles venus l'interroger. Philippine, si vous avez une question. Il ne s'agit pas, nous dit le théologien de cette chapelle, d'une confession à proprement parler, mais d'un outil pour aider les fidèles à traverser certains questionnements, comme ces vidéos qui utilisent l'IA à des fins souvent de diffusion de la foi, mais aussi pédagogique. Et donc l'expérience de Lucerne est étonnamment bien reçue. Je ne m'y attendais pas moi personnellement, mais justement peut-être parce que de même que la divinité, eh bien l'IA, elle ne semble pas totalement humaine. Il s'en dégage une forme de diffuse de magie sans corps, un peu comme Dieu. En tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien vous pouvez vous pencher aussi sur RoboRabbi. RoboRabbi, ce robot rabbin qui peut vous parler, vous donner des activités quotidiennes à faire, Philippine. Ou encore, eh bien,
a un robot humanoïde qui s'appelle Mindar, qui est un robot qui officie réellement, il parle, il fait des messes dans un temple à Kyoto au Japon. Bref, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Jeanne Reyfus, pour cette chronique. Ou la fin du monde. J'espère qu'on sera encore là pour en parler. On va demander votre avis, Soléno. C'est ça, sur l'intelligence artificielle. On en parle avec vous dans la deuxième partie du talk. L'intelligence artificielle au service ou pas, on ne sait pas, du religieux et puis surtout de l'éducation ou pas d'ailleurs. C'est la question qu'on se pose là aussi avec vous puisque ça fait débat. Jacques Hainaut, je rappelle que vous êtes journaliste tech, spécialiste de l'intelligence artificielle. Alors je l'ai dit, dans cette analyse que vous publiez dans Les Échos, vous n'y allez pas de main morte. Vous parlez même de malédiction pédagogique alors même que certains usages de l'intelligence artificielle, comme par exemple, et on les reçoit aujourd'hui sur ce plateau de manière très régulière, des coachs pour les enfants neuroatypiques, de l'aide pour les enfants autistes notamment, tout ça, ça semble bénéfique. Et de l'adaptation, et de l'adaptative learning. Tout à fait. Alors, ça peut être bénéfique si c'est bien fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à une intelligence artificielle générative générale de répondre correctement à 100%, avec 100% de chance à une question qui est posée par un enfant par rapport à son programme scolaire. Par contre, si c'est une intelligence artificielle générative qui est mise au point, élaborée par un éditeur de livres scolaires, donc à partir des contenus de livres scolaires, à partir des programmes officiels, etc., je pense que oui, ça peut être une aide tout à fait pertinente pour, vous l'avez dit, des enfants différents, qui ont des difficultés à suivre, etc., qui se reposent des questions, ou même n'importe quel enfant qui a eu un moment d'absence pendant le cours, et qui se repose des questions, et qui n'a pas compris le cours, et donc il va redemander de l'aide. Mais là, si effectivement c'est bien fait, ça peut être utile. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les enfants utilisent des intelligences artificielles génératives complètement générales et qui ont été entraînées sur tout ce qui traîne sur Internet. Donc, comme vous et moi, ce qui traîne sur Internet, il y a de tout. Voilà. Donc, on vient de le voir. Donc, ça va forcément faire des erreurs. Donc ça ne va pas les aider. Voilà. C'est quoi le problème, selon vous, Jacques, qu'on comprenne bien, le problème de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Alors, d'abord, on peut se poser la question, effectivement, pourquoi les enfants recourent à l'intelligence artificielle générative? Donc, il y a pour certains experts, donc, il y a une trop forte pression du système scolaire, par exemple en France, au niveau des notes, etc. Donc, ils sont stressés et donc, ils sont un peu paniqués. Ils n'ont pas forcément toujours un parent, un papa, une maman qui peut les aider à côté d'eux le soir, parce que voilà, ça fait partie quand même du boulot des parents, d'aider les enfants à faire les devoirs, leurs devoirs. Et donc, ils n'ont pas d'autre solution que de se tourner vers ChatGPT, Gemini, le chat, etc. etc. Bon. Et c'est pas fiable, parce que la technique de l'intelligence artificielle générative, aujourd'hui, c'est de la statistique. Mais il faut aider les élèves à ensuite fact-checker, quoi. Enfin, en bon anglais, en bon français. Oui, vous ne pouvez pas demander à des élèves de collège de fact-checker. Juste avec Google, déjà, on peut fact-checker en ayant un certain nombre... Google, ça va tourner à l'intelligence artificielle générative. Oui, mais en ayant accès ensuite à des sources fiables, etc. Il suffit, on doit apprendre ça aux élèves, et après, il y a quand même quelque chose qui est fait. C'est pas on pourrait se dire, oui, alors pourquoi pas rester sur un truc classique? C'est-à-dire qu'on leur donne des devoirs par rapport à un manuel, par rapport à des leçons. Alors, pourquoi dépenser autant d'énergie d'abord à taper un prompt, ensuite à fact-checker en utilisant Google, alors que peut-être qu'ils gagneraient du temps et ça serait leur utile. C'est un outil de recherche qui est ça les aiderait, l'esprit critique, si vous voulez, par rapport, travailler, faire un effort de synthèse, faire un effort de recherche, faire un effort de compréhension, c'est utile dans la vie de tous les jours. Mais quelque part, ils pourraient le faire aussi en utilisant l'intelligence artificielle, justement en développant leur esprit critique et en disant « Ok, l'intelligence artificielle a répondu à ma question, maintenant mon rôle en tant que jeune, en tant que futur aussi... Oui, mais ils ne le font pas. C'est un peu comme la copie des bons élèves que parfois on lit, c'est-à-dire que c'est utile d'avoir la référence
de la copie du bon élève pour soit s'en inspirer et ensuite essayer de le reproduire. Évidemment, si l'élève le reproduit oui, mais ils ne font pas ça. dommage. Vous vivez dans un monde idéal. Les enfants, ils ne font pas ça. Les enfants, ils prennent ChatGPT, ils tapent le prompt et ils gobent la réponse. Mais sauf que les professeurs, Oui, je vous en prie. Sauf que les professeurs ensuite le voient parce qu'il y a un certain nombre de tournures, etc. Et donc ensuite, ils ont une mauvaise note parce qu'ils sont suspectés d'avoir triché. Oui. Alors, ce que font aujourd'hui beaucoup d'enseignants, c'est qu'ils ne donnent plus de devoirs à la maison. D'accord. Voilà. Donc, vous n'avez plus que des devoirs. Pour éviter la triche. Pour éviter la triche. Donc, c'est plus compliqué de tricher en classe. Donc, il y a des contrôles. Voilà, et donc, c'est des devoirs à faire devant l'enseignant. Donc, ça, c'est une première forme d'adaptation. L'autre forme d'adaptation, c'est effectivement, on pourrait se dire, si l'enseignement, le système scolaire est trop stressant, peut-être qu'il faut changer. Alors ça, c'est une évolution à beaucoup plus long terme, et très compliquée en France, où il y a quand même une culture de la note scolaire qui est très développée. Donc voilà. Donc ça c'est des pistes. Vous avez tout à fait raison. Ça peut être utile. Si c'est bien fait, ça peut être utile pour les enfants qui ont des difficultés, qui sont un petit peu différents, etc., qui ont un problème de concentration, ou même qui ont été absents, hein. Si c'est vraiment une intelligence, il faudrait que ces intelligences artificielles génératives, elles soient entraînées sur des contenus scolaires, certifiés, etc. Dans ce cas-là, c'est le rôle de l'Éducation nationale de décider de quelle intelligence artificielle peut être utilisée ou pas en classe. Et c'est surtout le rôle de l'Éducation nationale aussi de former ces enseignants qui, parfois, nombreux aussi, sont ceux qui disent dans les médias et ailleurs, on a besoin d'aide parce qu'aujourd'hui, on est dépassé par les élèves qui savent mieux utiliser ces technologies que nous. Quelque part, la question, c'est peut-être plus d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, non pas en usage passif. Le problème, c'est pas tellement son usage passif que son usage en soi. Oui, mais le problème, c'est que ce sont des enfants. Un adolescent, un jeune adulte, son cerveau se forme jusqu'à 25 ans. C'est à partir de 25 ans qu'un jeune adulte commence à comprendre les conséquences à long terme de ses actes. Donc je le vois bien, notre aîné à 23 ans, je ne vais pas dire que c'est encore un grand bébé, mais ce n'est pas tout à fait le cas, mais quelque part, il ne voit pas les conséquences. Donc vous ne pouvez pas demander à des enfants, à des collégiens, à des lycéens, de dire utilise ChatGPT alors que ça ne leur apprend pas à faire des efforts intellectuels, alors que ça ne leur apprend pas à apprendre une leçon et que ça ne leur apprend pas d'une façon générale le sens de l'effort. Vous n'avez plus d'efforts à faire, vous rentrez un prompt. C'est pas vrai. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Ou alors, ça veut dire que on nous prépare, la Silicon Valley nous prépare un monde où on sera totalement assisté, c'est peut-être ce qu'ils veulent. Après, vous pouvez laisser toutes les théories complotistes y aller. C'est peut-être ce qu'ils veulent, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de ces gens-là. Mais si vous devenez passif et assisté, écoutez, pourquoi pas ? C'est peut-être en effet juste une bonne idée de redistribuer un petit peu les moments et peut-être en effet de plus favoriser le faire, l'exercice en classe et que les devoirs consistent à apprendre, à lire, même si ce sont des synthèses opérées par intelligence artificielle. La synthèse, normalement, c'est l'enseignant qui le fait. Qui a fait. Vous proposez, en tout cas, et je suis désolée parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, cher Jacques, mais vous proposez, pour conclure, une législation pour bloquer l'intelligence artificielle aux mineurs. On court peut-être le risque, en voulant interdire, de rater l'opportunité de faire de la France un leader en pédagogie augmentée. Je serais ravie, en tout cas, de continuer d'une manière ou d'une autre cet échange avec vous. Merci d'avoir été parmi nous. En tout cas, Jacques Hainaut, je rappelle que vous êtes journaliste tech, spécialiste de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, jeune refuse d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, à Edouard Degnaud aussi d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30 sur Spool TV. D'ici là, passez une bonne journée. Ciao.